Et bonjour YouTube, merci d'être avec nous, merci beaucoup pour le soutien que vous donnez à la chaîne, merci à celles et ceux qui lâchent des petits pouces en l'air et des petits commentaires, vous régalez. Ce serait arrivé dans un film, on n'y aurait pas cru. Dimanche 19 octobre, le Louvre a été spectaculairement cambriolé et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Mais d'abord, on va revenir sur le déroulé des faits. Il est 9h30 dimanche, les premiers groupes de visiteurs commencent à peine à remplir les salles du plus grand musée du monde qui vient juste d'ouvrir à 9h. À l'extérieur, deux hommes arrivent avec un camion élévateur, ils manœuvrent, tournent en sens inverse de la circulation et se garent sur le trottoir contre l'une des façades du Louvre. Ils sortent du véhicule et placent des cônes en plastique orange autour, personne ne trouve ça anormal. Les hommes sont vêtus de gilets jaunes et orange, on les prend pour des ouvriers. En face, deux autres hommes arrivent en scooter et stationnent sur le quai François Mitterrand. Ces quatre personnes, a priori 4 hommes, ce sont nos voleurs, les voleurs qui vont mener à un coup d'éclat comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Ensuite, ça va aller très vite. En 7 minutes, tout sera fini. D'abord, les deux voleurs du camion utilisent la nacelle à l'arrière pour monter le long de la façade jusqu'à une fenêtre de la galerie d'Apollon. Puis ils sortent deux disqueuses et découpent la vitre. Ils rentrent à l'intérieur du Louvre, les vigiles les voient, ils s'approchent pour les interpeller, mais les deux hommes les menacent avec leurs disqueuses. Les cambrioleurs n'ont pas d'autres armes, mais les vigiles ne peuvent pas faire grand chose à part évacuer le public de la salle et lancer l'alerte. Pendant ce temps, les deux hommes découpent deux vitrines, celle dite des bijoux de Napoléon et celle des bijoux des souverains français. Ils dérobent 8 objets. Dans le butin, on trouve le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, composé de 8 saphirs et 631 diamants, et le diadème de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, qui compte quand même près de 2000 diamants. Puis, les cambrioleurs s'enfuient par là où ils sont venus et redescendent avec la nacelle. Une fois sur le trottoir, ils essaient d'incendier le camion élévateur avec de l'essence et un chalumeau, sans doute pour dissimuler leurs traces, mais ils échouent. Ils montent alors tous les quatre sur les deux scooters et s'enfuient sans être interpellés par la police. Il est à peine 9h38. Alors évidemment, cette affaire, elle a fait énormément réagir. Sur BFM, l'ancien président de la République François Hollande, il a dénoncé, je cite, un acte grave, une attaque contre notre patrimoine. À 20h, Emmanuel Macron, lui, a tweeté « Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre histoire. Nous retrouverons les œuvres et leurs auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre partout pour y arriver sous la conduite du parquet de Paris. » Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, n'a évidemment pas raté l'occasion de polémiquer et il a tweeté un message assez accusatoire, je cite « Le Louvre est un symbole mondial de notre culture. Ce braquage qui a permis aux voleurs de dérober des joyaux de la couronne française est une insupportable humiliation pour notre pays. Jusqu'où ira le délitement de l'État ?» Une réaction très politique donc et finalement assez creuse, car Bardella ne propose pas le début d'une piste pour comprendre la situation. À la différence de Yann Brossa, le sénateur communiste de Paris, qui lui est monté au créneau dans les médias pour rappeler que les salariés du musée du Louvre, ils avaient quand même pas mal tiré la sonnette d'alarme pour alerter sur le manque de sécurité et de personnel il y a déjà un petit moment. Et effectivement, le 16 juin dernier, les salariés du Louvre s'étaient mis en grève. Les agents d'accueil et les agents de surveillance protestaient notamment contre la surfréquentation et les problèmes de sous-effectifs. Christian Galani, représentant de la CGT Culture pour le Louvre, avait notamment rappelé qu'en l'espace de 15 ans, le Louvre avait perdu environ 200 emplois en équivalent temps plein. En gros, les budgets ont été rabotés sur des postes essentiels, notamment à la sécurité. Et c'est apparemment un problème connu d'assez longue date. Après le cambriolage, Élise Muller, une représentante syndicale qui travaille à la surveillance du Louvre, elle a témoigné d'une ambiance assez particulière dans la gestion financière du Louvre. En fait, malgré la fréquentation gigantesque du musée, les budgets sont de moins en moins alloués aux moyens humains. Je cite Élise Muller, « Dans notre quotidien, on voit bien que les arbitrages ne vont pas dans le sens de la sûreté et de la sécurité du patrimoine, mais plutôt sur les coûts médiatiques. Il fallait surtout s'occuper de ce qui relève de l'événementiel. » Élise Muller, elle ajoute aussi que 190 postes de surveillance ont été supprimés en 10 ans, soit 15% des effectifs. Et selon elle, cela faisait, je cite, des mois et des mois que le service de sûreté et de sécurité du Louvre alertait l'administration sur des risques d'actes de malveillance. Mais en fait, même à la direction du Louvre, on essayait apparemment de faire remonter des problèmes depuis un certain temps. Laurence Descartes, la présidente du Louvre nommée par Emmanuel Macron, elle avait essayé d'alerter le ministère de la Culture dans une note interne en janvier 2025. Dedans, elle dénonçait, je cite,
une multiplication d'avaries dans les espaces du musée, parfois très dégradés. Certains ne sont plus étanches, d'autres connaissent d'inquiétantes variations de température, mettant en péril la conservation des œuvres, les conditions de travail des agents et l'accueil des visiteurs. Mais c'est sans doute la Cour des comptes qui propose le tableau le plus alarmant de la situation au Louvre. Dans un rapport non encore publié, mais diffusé en partie par le Figaro, on apprend que les failles de sécurité étaient en fait très bien identifiées et plutôt bien connues depuis longtemps. En effet, la Cour des comptes pointe un gros retard dans le déploiement d'équipements de sûreté pour la protection des œuvres. On apprend ainsi que l'aile Dénon, où se trouvait la galerie d'Apollon, donc la galerie qui a été cambriolée, eh bien l'aile Dénon, elle ne possède tout simplement aucune caméra de surveillance dans un tiers de ces salles. C'est pourtant le secteur où est exposée juste la Joconde, mais attention, c'est pas le pire, l'aile Richelieu, elle est complètement vide d'équipements de vidéosurveillance dans les 3/4 de ces salles. En fait, c'est complètement fou, selon la Cour des comptes, seul un tiers des salles du Louvre dispose d'au moins une caméra. Et c'est une situation qui apparemment n'inquiétait personne, puisqu'en 5 ans, seules 138 caméras supplémentaires ont été installées dans les bâtiments. Je rappelle qu'on parle d'une surface de 73 000 m², dont 65% n'est apparemment pas couverte, c'est juste dérisoire. Donc le premier constat qu'on peut faire autour de cette affaire, eh bien, c'est qu'il y a une très nette responsabilité politique. En fait, si ce vol il a été aussi facile, c'est qu'il a été rendu facile. Pas de caméra à l'extérieur, des agents de sécurité en sous-effectif, un système d'alarme vétuste et qui a mis du temps à se déclencher, tout nous montre une institution dépassée, une institution loin d'être à la hauteur des trésors qu'elle protège. Et cette situation, elle a une origine politique et budgétaire très nette. On est aujourd'hui dans un pays qui ferme tous les robinets d'argent public. Un pays où on ne parle que de rigueur, où on ne parle que de dette. Un pays où la stratégie de la droite qui gouverne aujourd'hui, c'est exactement la même que celle de la droite qui gouvernait il y a 30 ans. Sous-investir dans les équipements publics, comprimer les budgets de fonctionnement et réduire les effectifs. Musées, écoles, hôpitaux, tous subissent la même logique. Faire toujours plus avec toujours moins. Peut-on vraiment tomber des nues quand, après des décennies d'économies faites sur leur dos, nos institutions apparaissent fragilisées? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt poser la question de la responsabilité politique de ceux qui ne pensent qu'en termes de coupes budgétaires? En réalité, ce qui a failli au Louvre, c'est un modèle de gestion publique, celui de la droite, celui du désengagement volontaire d'un État envers lui-même au prétexte d'une logique néolibérale profondément dysfonctionnelle. Bon voilà, j'aurais pu m'arrêter là, mais il y a un deuxième point qui me semble essentiel dans cette affaire de cambriolage, et ce deuxième point, c'est l'incroyable indignation qu'il y a eu autour de ce vol. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les politiques étaient unanimes pour dire que c'était gravissime. Mais même du côté des journalistes et du côté des gens, eh bien, on a senti que ça touchait quelque chose d'important, que cette histoire de vol, elle créait une émotion très forte. Pourtant, si on est honnête, la majorité d'entre nous, le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, on savait même pas que ça existait. Jamais on serait allé faire la queue au Louvre juste pour aller voir ça. D'ailleurs, la majorité d'entre nous, le Louvre, on y est allé au mieux peut-être, allez, disons, une fois dans notre vie. Au pire, jamais. C'est quand même à Paris, c'est loin, ça coûte cher, faut faire la queue, c'est pas un endroit où on va tous les matins. Mais on a quand même toutes et tous eu conscience que ce vol, il est très grave. Et je pense que c'est souvent le cas dans le vol d'art ou d'antiquité. En fait, la valeur réelle de l'objet, elle a au final assez peu d'importance. Ce qui nous touche, c'est pas de savoir que le collier de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, il vaut tant de millions d'euros. Ce qui nous touche, c'est qu'un objet qui appartient au patrimoine commun, eh bien, il disparaisse. C'est que plus jamais personne ne puisse regarder le collier de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, parce qu'on sait que c'est un objet irremplaçable. Dans le cas d'un vol d'art ou d'antiquité, ce qu'on trouve inacceptable, c'est le fait qu'un objet ou une œuvre soit enlevé à l'appréciation collective pour le désir d'un seul. Sauf que des œuvres qui sont comme ça, enlevées à l'appréciation collective, il n'y a pas que les œuvres qui sont volées. Il y a aussi les œuvres qui sont tout simplement vendues et gardées dans le privé. Par exemple, en 2021, un Van Gogh qui montre la butte Montmartre a été mis en vente aux enchères. Il appartenait à une famille très riche qui savait très bien ce qu'il représentait culturellement, mais qui ne l'avait plus jamais sorti de chez eux depuis son acquisition en 1920. Le tableau n'avait tout simplement pas été montré au public une seule fois en 105 ans. Et c'est pas du tout rare ce genre d'histoire. En septembre de cette année, un tableau de Picasso intitulé Portrait de Dora Maar a été mis en vente pour 8 millions d'euros. Ce tableau, il appartenait à la famille d'un collectionneur privé qui en connaissait
parfaitement la valeur, mais qu'il avait jamais exposé depuis son acquisition il y a plus de 80 ans. En fait, c'est simple, le tableau, il avait juste jamais été montré une seule fois au public. Autre exemple, en octobre de cette année, 2 peintures de Modigliani ont été mises en vente aux enchères. Une vente qui a attiré énormément l'attention, car les 2 peintures n'avaient elles aussi plus jamais été montrées au public depuis 50 ans. Et le pire, c'est que lors de cette exacte même enchère où ont été vendus les 2 Modigliani, on a aussi pu voir mis en vente une toile sans titre de Johann Michel, qui n'avait elle aussi plus jamais été montrée au public depuis un demi-siècle. Enfin, ce même mois d'octobre, un Renoir détenu par un particulier a été montré pour la première fois dans une vente aux enchères. Le tableau appartenait à un homme qui en connaissait parfaitement la valeur, mais il ne l'avait jamais montré une seule fois au public. Et j'ai envie de demander, est-ce que c'est normal ça ? Si on s'indigne tous de voir une œuvre disparaître du patrimoine commun quand elle est volée, pourquoi ça nous indigne pas plus de savoir qu'aujourd'hui, le système de l'art, il permet parfaitement à n'importe qui d'enfermer une œuvre d'art ou une antiquité pendant 50 ans dans un coffre-fort à condition d'en avoir les moyens. Pourquoi c'est moins grave si c'est payant? Alors oui, je sais bien que beaucoup d'œuvres privées sont prêtées à des musées, mais pour moi, ça reste très problématique en fait. D'abord parce que le prêt d'art, il répond généralement d'abord à une valorisation économique du prix des œuvres. Quand un particulier prête une œuvre et qu'elle est exposée dans un grand musée, la valeur de l'œuvre, elle, augmente. Donc le prêt d'art, c'est pas du tout désintéressé. En fait, ça permet de valoriser la cote d'une œuvre qui appartient au final à un acteur privé qui va s'enrichir avec. Mais surtout, un modèle culturel qui repose sur le bon vouloir de quelques riches, ça laisse beaucoup trop de pouvoir sur la culture à des particuliers qui peuvent par exemple retirer les œuvres du jour au lendemain pour les ramener chez eux ou les vendre. Ou pire, ça peut amener de riches collectionneurs à utiliser l'art pour influencer les politiques culturelles. Par exemple, en 2015, Georg Baselitz, une superstar du monde de l'art, a fait retirer toutes les œuvres qu'il avait prêtées à long terme à de grands musées allemands. Pourquoi il a fait ça ? Eh bien, pour s'opposer à une loi allemande sur la protection culturelle qui interdisait notamment, je cite, l'exportation de biens culturels particulièrement significatifs et dont le départ pouvait constituer une perte capitale pour le patrimoine culturel allemand. Donc, Georg Baselitz, il a utilisé l'art dont il est propriétaire pour mettre une pression politique sur la gestion du patrimoine commun. Il a utilisé l'art qu'il possède pour que le patrimoine culturel allemand ne puisse pas être protégé d'une marchandisation qui risque de le faire disparaître. Et c'est pas le premier à avoir fait ça. Par exemple, en Suisse, en 1997, Rudi Stechlin, l'héritier de la collection d'une grande famille suisse, a fait retirer des œuvres qui lui appartenaient des collections du Kunstmuseum de Bâle et du Musée d'art et d'histoire de Genève. Lui aussi, il a fait ça pour s'opposer à une loi, la loi Unidroit qui visait notamment à freiner le trafic illicite de biens culturels. Je répète, il a fait pression pour qu'on ne puisse pas lutter contre le trafic d'art. Donc voilà, c'est hyper cynique et on voit encore de l'art utilisé politiquement contre la protection du patrimoine culturel commun. Mais de toute façon, ces exemples, ils doivent pas nous faire oublier qu'une grande partie de l'art détenu par des collectionneurs privés, en fait, c'est de l'art de coffre-fort. Il existe d'ailleurs des zones qui sont entièrement dédiées à ça. Ça s'appelle les ports francs. Par exemple, en 2023, les médias Street Press, Blast et Reflet ont révélé qu'un tiers de la collection d'art de la 11e fortune française, Patrick Drahi, était entreposé dans le port franc de Genève. On parle d'œuvres d'une valeur totale estimée aux alentours de 750 millions d'euros, dont des Picasso, des Chagall, des Giacometti et des Bacon. Donc des œuvres culturellement inestimables qui dorment dans un entrepôt, dans des caisses en bois. Alors, pourquoi acheter de l'art si c'est pour le laisser bien au chaud dans une caisse à la con ? Eh bien, pour l'argent. La journaliste spécialiste de l'art, Marine Vazoller, expliquait à Street Press que les ports francs ont 2 avantages très importants. D'abord, je cite, les ports francs permettent de stocker sans être imposable sur son bien. Voilà, si votre œuvre d'art elle est entreposée dans le port franc de Genève, elle est en fait considérée comme stockée en transit. Techniquement donc, votre œuvre d'art, elle n'est pas vraiment considérée comme importée dans le pays. Et donc, vous payez pas de TVA et si elle vient de l'étranger, vous ne payez aucun droit de douane. Je réexplique. Votre tableau, il est bien en Suisse, il est stocké sur place, mais dans une espèce de zone magique où vous payez pas d'impôts. Mais attention, il y a mieux. Comme l'explique Marine Vazoller, pendant que les œuvres dorment à l'abri des regards, elles continuent tranquillou à prendre de la valeur. Je cite. Si on achète un Picasso et qu'il est stocké en zone franche depuis une 50aine d'années, il aura pris de la valeur sans avoir été taxé. Et il y a encore mieux. Dans les ports francs, comme à Genève, il y a aussi
des salles de vente. Comme l'explique Alexis Fournol, avocat spécialisé dans le domaine de l'art, interrogé par Street Press, cela permet de faire des ventes sur place sans avoir besoin de bouger les œuvres. En gros, je stocke une œuvre dans un port franc, j'évite la TVA et les impôts, j'attends un peu que l'œuvre prenne de la valeur, puis je la revends à un autre riche sans sortir du port franc. Bonus, comme on fait la vente dans le port franc, évidemment la vente est exonérée de droits de douane et de TVA. Un système bien pratique pour les ultra riches qui se revendent en boucle des œuvres qui ne sortent plus jamais de ces zones. Donc là, ça devrait commencer un petit peu à vous énerver, parce que on voit bien que dans ce système, petit à petit, l'art il est complètement retiré au grand public. Ça devient plus qu'un espèce d'investissement de riches qui restent prisonniers dans des entrepôts pour y être revendus à des fins spéculatives jusqu'à la fin des temps. Mais il y a plus grave. Comme l'explique un article du Monde de 2020, les ports francs, c'est aussi des zones pas du tout contrôlé. Je cite, quand un camion entre, il y a un contrôle d'identité, mais il ne regarde pas dans les caisses. En fait, personne ne sait ce qui se trouve là-dedans et à qui ça appartient. Donc en réalité, les ports francs, ce sont en fait des zones où il n'y a presque aucun douanier pour effectuer les contrôles et où les gens qui y travaillent n'ont légalement pas d'obligation de donner l'alerte en cas de soupçon. En gros, si demain les bijoux volés du Louvre arrivent dans le port franc de Genève, ben déjà, il y aura personne pour fouiller la caisse et les trouver, mais en plus, si une personne sur place les voit et les reconnaît, si juste elle décide de ne rien dire pour protéger au hasard un riche client, ben techniquement, la personne, elle ne risque rien face à la justice. On va être très clair, c'est un système volontairement opaque, fait pour rassurer de très riches collectionneurs d'art dont les œuvres ne sont pas toujours très légales. On parle là, littéralement, de fraude institutionnalisée. Et évidemment, ça crée des problèmes, et quand je dis des problèmes, c'est de très gros problème. Au hasard de quelques fouilles, parce qu'il faut bien que quand même de temps en temps on fouille un camion, eh bien ont été saisis dans les ports francs des multitudes d'objets volés. Par exemple, dans le port franc de Genève ont été saisis des fragments des Bouddhas de Bamiyan d'Afghanistan qui avaient été saccagés par les talibans ou des œuvres archéologiques pillées à Palmyre en Syrie. Et là, c'est tout de suite moins rigolo. Outre le problème de pillage, vient la question inévitable du financement du terrorisme. Parce que les fragments de Bouddha et les œuvres pillées en Syrie, elles ont bien été rachetées par quelqu'un à quelqu'un. Et ce quelqu'un, a priori, ça pourrait bien être les talibans et l'État islamique. Je cite un rapport de 2010 du groupe d'action financière qui explique que les zones franches, y compris les ports francs, représentent une menace en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en partie à cause d'une surveillance peu attentive et de contrôle insuffisant. En 2015, après les attentats à Paris, François Hollande avait souligné le rôle des ports francs dans le financement du terrorisme. Je cite, « En ce moment même, l'organisation terroriste Daesh délivre des permis de fouille, prélève des taxes sur les biens qui vont ensuite alimenter le marché noir mondial, transitant par des ports francs qui sont des havres pour le recel et le blanchiment, y compris en Europe. En fait, l'art et les biens culturels rapporteraient tellement à Daesh que ce serait tout simplement sa deuxième source de revenus, selon un rapport du service de recherche du Congrès américain. Et on va conclure sur ça. Je trouve ça tout à fait normal qu'on s'indigne du vol du Louvre. C'est choquant, et oui, ce qui a été volé au fond, c'est un morceau d'une histoire qui nous appartient à toutes et à tous. Mais on devrait peut-être s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans le monde de l'art, même quand il n'y a pas de braquage spectaculaire. Parce que, bien à l'abri d'un milieu élitiste et opaque, le patrimoine culturel et commun, ben il se fait allègrement piller. On devrait peut-être poser un peu plus fort la question très politique de la détention privée par quelques ultra-riches de biens culturels significatifs qui constituent pourtant des pierres angulaires de notre patrimoine culturel national. On devrait aussi s'insurger beaucoup plus fort contre l'existence de zones de non-droit dans des pays limitrophes. Des zones où non seulement se revend l'art volé, comme les bijoux du Louvre, mais où, en plus, les ventes alimentent des systèmes occultes de blanchiment d'argent qui bénéficient parfois à des groupes terroristes. Définitivement, l'art nous concerne toutes et tous, et nous aussi, on devrait peut-être un peu plus s'en emparer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à toutes celles et ceux qui soutiennent sur Ulule et Tipeee, franchement vous régalez, ça me permet de rester indépendant, je rappelle que je ne fais pas de publicité et que je vis entièrement de mes réseaux, et en attendant, si jamais vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, ciao! Les bijoux de Napoléon sont volés! Et le pape reste au Vatican! Il aurait dû aller à Paris et dire aux voleurs « Tuez-moi!
Tuez-moi! Je représente le Christ! Moi je pense que je suis désolé, mais les vigiles, leur but c'est surtout de dire aux gens, ne vous approchez pas des vitrines, dites à votre enfant de ne pas faire caca, madame, mais vous voyez bien que c'est le coin du Louvre là! C'est la Joconde, il fait caca! C'est n'importe quoi, madame, tout de même! Oh, Sarkozy est en prison, c'était un rêve à réaliser, ça faisait des années qu'on voulait l'emprisonner. Oh, Sarkozy est en prison, c'était un rêve à réaliser. Oh, il va dormir en zonzon, et c'était bien mérité. Oh oui, Sarkozy en prison, mais quel bonheur.